Au passif de la succession, il y avait aussi et surtout l'Algérie. De Gaulle était revenu au pouvoir sur les épaules des militaires, en leur laissant croire qu'il acceptait de se mettre au service de l'Algérie française. Une cause à laquelle il ne croyait pas. Je vous ai compris. Algérie, le gros souci. Le magazine télévisé 5 colonnes à la une lui avait consacré son premier numéro. Alors ce soir, à l'occasion du Nouvel An, 5 colonnes à la une a voulu offrir un cadeau à la famille Robert et à travers elle à toutes les familles de France dont des êtres chers se battent en Algérie. Comme les Robert dans leur ferme près de Cavaillon, des dizaines de milliers de familles ont un fils en Algérie. 500 000. Ils sont 500 000 appelés dans le Djebel à traquer les nationalistes algériens, à risquer de tomber dans des embuscades. Chaque jour, on rapatrie blessés et cercueils. La France est embourbée depuis bientôt 5 ans dans une guerre baptisée événement, faute d'oser dire son nom. Pour ou contre la fin de la présence française en Algérie, l'opinion publique n'a pas encore choisi son camp. Une époque se caractérise par ceux qui la quittent. La voiture où se trouvait Albert Camus percute un arbre. Une vie rectiligne disparaît dans une embardée. Prix Nobel de littérature, homme de gauche, l'Algérie où vivait sa mère le déchirait. Sommé de prendre parti en faveur des nationalistes algériens, il avait répondu qu'il ne croyait pas à la justice avec des bombes dans les lieux publics. Et qu'à choisir entre sa mère et la justice, il choisirait sa mère. L'intelligentsia de gauche lui avait signifié son désaccord. Elle soutient, elle, les nationalistes du FLN. Une centaine d'intellectuels publient une déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie, incitant les soldats du contingent à refuser de prendre les armes. Parmi les signataires, Sartre, Signoret, Duras, Beauvoir. Le ministre de l'Intérieur veut poursuivre Sartre. De Gaulle, on ne met pas Voltaire en prison. Alger, janvier 60. Des rafales de fusils mitrailleurs crépitent. Les forces de l'ordre ripostent. Bilan 22 morts, dont 14 gendarmes. C'est le début d'une autre guerre, franco-française cette fois, qui oppose les pieds noirs et une partie de l'armée de métier à De Gaulle. Il reproche au chef de l'État une politique conduisant inéluctablement à l'indépendance algérienne. Nous ne comprenons plus la politique du président De Gaulle, avait déclaré le général Massu, pourtant l'un des artisans de son retour en 58. Massu était allé jusqu'à brandir la menace d'une intervention de l'armée si De Gaulle persistait. Il avait persisté. Certains Français de souche exigent que je renonce à l'autodétermination. Les Algériens diront ce qu'ils veulent être, cela ne leur sera pas dicté. Un an plus tard, De Gaulle consulte les Français par référendum. Au soir du 8 janvier 61, les dés sont jetés. Avec 75% des suffrages, ils approuvent son projet de loi conduisant à l'autodétermination des populations algériennes. Mais c'est surtout un oui à la paix. Vous avez une opinion, madame, à ce sujet? Oh mon Dieu, Mais pourquoi? il manquait plus que ça alors. Mais non, il manque comme J'ai voté oui, j'ai voté pour la paix. Moi, ce que je demande, c'est la paix, c'est tout. C'est tout, parce que je peux avoir un jugement dans un an. Aussi bien pour moi que pour les autres, d'ailleurs, c'est la paix que je demande. Mais la paix n'est pas encore exactement à l'ordre du jour. Les appelés supportent de moins en moins d'être exposés dans un conflit dont ils ne perçoivent pas l'issue. Ils sont las de cette guerre, qui leur paraît de plus en plus injustifiée, et dont ils reviennent souvent traumatisés. J'ai du mal un peu à me réadapter, tout ça. J'ai du mal à m'adapter, pourquoi? Parce que je reviens d'Algérie, quoi. J'ai été récemment libéré. Une fois qu'on a fini l'armée, on a besoin de se libérer un bon coup, pour de bon, quoi. Je sais pas, de vous libérer de quoi? Parce que, enfin, l'armée, quoi, vous ignorez pas qu'on est tenu, quoi, un peu. Alors on a besoin je sais pas moi, de sortir à toute heure. Oui, d'être libre surtout, et de pas tout le temps avoir quelqu'un derrière vous qui vous dise à telle heure faut être rentré. On a besoin de bouger, quoi. Ici, le général Chang qui vous parle. Je suis à Alger avec les généraux Zeller et Jouot.
liaison avec le général Salan pour tenir notre serment, le serment de l'armée de garder l'Algérie. Dans la nuit du 21 avril, le premier régiment étranger de parachutistes s'empare du gouvernement général, de l'hôtel de ville et de l'aéroport. C'est un putsch dans la pure tradition sud-américaine. En 3 heures, Alger tombe aux mains des généraux Salan, Jouot, Chal et Zeller. À 20 heures, revêtu de l'uniforme des grandes heures, Jupiter tonne à la télévision. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. J'interdis à tout Français, et d'abord à tout soldat, d'exécuter aucun de leurs ordres. Françaises, Français, aidez-moi. Une rumeur se répand. Les parachutistes vont sauter sur Paris. L'état d'urgence est décrété. La capitale est mise en état de siège. Michel Debré, le Premier ministre, s'adresse en pleine nuit aux Parisiens. Dès que les sirènes retentiront, allez-y, à pied ou en voiture, convaincre des soldats trompés de leur lourde erreur et que chacun se sente une part de la nation. Tous derrière De Gaulle. Partis politiques, syndicats, organisations appellent à manifester. Intoxication au fantasme, aucun parachutiste ne sautera sur la capitale, ni ailleurs du reste. L'armée n'avait pas basculé. L'oreille collée à leur transistor, les appelés du contingent stationné en Algérie avaient entendu le message de De Gaulle. Et dès cet instant, les généraux avaient échoué. Arrêté et jugé 1 an plus tard, traduit devant des tribunaux spéciaux, Salan et les autres putschistes échapperont à la mort à la grande colère de De Gaulle. « 20 à 30 000. Ils sont 20 000 à 30 000 Algériens de Paris à protester contre l'instauration d'un couvre-feu s'appliquant à eux seuls. Le préfet Maurice Papon avait arrêté cette mesure en réponse à des attentats FLN qui avaient pris les commissariats pour cible et causé la mort de 22 policiers. Pour un coup reçu, nous en porterons 10. Des manifestants sont jetés dans la Seine, d'autres dans le canal de l'Ourcq, certains retrouvés pendus. 30 morts selon les uns, 300 selon les autres. Aujourd'hui, c'est encore l'impossible bilan. De son côté, l'OAS, bras armé des tenants de l'Algérie française, multiplie assassinats ciblés en Algérie et attentats. Une même journée, 10 charges de plastique secouent la capitale. En réponse, les organisations de gauche manifestent au métro Charonne. Papon, toujours lui, donne l'ordre de s'y opposer. Bilan, 8 morts, tous membres de la CGT ou du Parti communiste. Paris a fait les funérailles les plus éloquentes. Ce cortège funèbre, qu'on l'évalue à 150 000 ou à 1 million de présences, avait la valeur d'une affirmation solennelle. Il ne faut plus que la paix intérieure soit troublée. À Évian, sous les fenêtres de l'hôtel du Parc, la tempête du lac s'est apaisée. Symbole peut-être. Et tour à tour, Belkacem Krim et la délégation FLN, Louis Jox et la délégation française se sont encore une fois retrouvés, mais cette fois pour conclure. Dans la soirée du 18 mars 1962, la télévision interrompt ses programmes pour annoncer qu'à Évian, un cessez-le-feu est conclu en Algérie. Cessez-le-feu, vite dit. Sa proclamation marque en Algérie l'apogée de la violence. L'OAS appelle les Européens à manifester. On tire sur l'armée qui réplique. On relève 54 morts. L'épisode de la rue d'Isly traumatise la communauté européenne, désormais certaine d'avoir définitivement perdu la partie. Le 3 juillet 1962, l'Algérie est indépendante après que les Français aient ratifié à 90% par référendum les accords d'Évian.
Abandonnés sur place à la vindicte de leurs vainqueurs, plus de 10 000 supplétifs de l'armée française, les harkis, seront tués après le cessez-le-feu. Est-ce que vous croyez que votre vie sera en danger à ce moment-là? Oh, ma vie. Oui. Je fais servir le drapeau. Je travaille sous les drapeaux français. Hein. Pour 900 000 Français d'Algérie, c'est l'exode. Pour n'avoir pas trouvé d'autre allié que le diable extrémiste OAS, ils doivent affronter l'hostilité de la métropole. La gauche, par angélisme anticolonialiste, manquera singulièrement de compassion à leur égard. C'est la paix après 130 ans de colonisation, 8 ans de conflit, 250 000 morts côté algérien, 30 000 côté français et en héritage, une déchirure pour plusieurs générations. Mais pour la première fois depuis 23 ans, la France n'est plus en guerre. « 22 août 1962. De Gaulle, en compagnie de sa femme et de son gendre, avait quitté l'Élysée à 19h45 en direction de Villacoublay, où il devait emprunter un hélicoptère qui le ramènerait à sa résidence de Colombey-les-Deux-Églises. Lorsque son cortège avait abordé le rond-point du Petit Clamart, sa déesse avait été mitraillée. C'est de justesse qu'il avait échappé aux balles d'un commando de l'OAS. Rapidement identifié, le chef des conjurés, le colonel Bastien Thierry, sera fusillé 6 mois après l'attentat. De Gaulle décide de tirer profit de l'émotion suscitée par les menaces qui pèsent sur sa personne pour précipiter par référendum la présidentialisation du régime. Un bouleversement institutionnel qu'il n'avait pu mettre en œuvre tant que pesait l'hypothèque algérienne. Quand sera terminé mon propre septennat, ou si la mort ou la maladie l'interrompait avant le terme, le président de la République sera dorénavant élu au suffrage universel. Désormais, les Français éliront sans intermédiaire le président de la République. Exit le parlementarisme qui incarnait depuis ses origines l'esprit de la République. Les législatives de novembre 62 voient, à l'exception du PC, la déroute des partis traditionnels et le triomphe de l'UNR, la formation gaulliste qui s'empare de la majorité absolue. L'opinion publique a fait plus confiance au chef de l'État qu'à l'opposition qui accuse De Gaulle de bonapartisme. La gauche, qui avait entamé en 1958 sa longue marche dans l'opposition, devra la poursuivre encore 19 ans pour en toucher le terme. La secousse était passée, laissant De Gaulle blessé à mort. 11 minutes après minuit, le 28 avril 1969, un bref communiqué de la présidence de la République avait annoncé sa démission. Cette démission tirait sa grandeur du dérisoire de son prétexte. Un référendum perdu sur un sujet subalterne. En vérité, son retrait avait essentiellement une autre cause. Le divorce entre lui, son temps, et une jeunesse qui n'avait plus vu dans le vieil homme que le poids de l'âge sans celui de l'histoire. C'était le carambolage de deux rêves.